Manuel du cocu magnifique. La question de la famille. Après avoir déconstruit le couple, l'amour et le désir, nous devons affronter un autre bastion, la famille. Pour beaucoup, c'est la raison principale de tenir bon. C'est la ligne rouge. Mais que défendre exactement ? Le mot famille, comme le mot couple, est un de ces termes que nous croyons absolument comprendre, alors qu'il a radicalement changé de sens. L'archipel familial, la grande mutation 1975-2025. Il y a 50 ans. En 1975, le modèle était clair, la famille était nucléaire. Un père, une mère, unis par le mariage et leurs enfants. Le divorce venait à peine d'être légalisé par consentement mutuel, mais il restait perçu comme un échec. En 1975, à peine 8% des enfants naissaient hors mariage. Aujourd'hui, en France, plus de 60% des enfants naissent hors mariage. Ce chiffre, à lui seul, prouve que le mariage n'est plus le point d'entrée obligatoire de la famille. Ajoutons à cela la banalisation des séparations. Près d'un mariage sur deux se termine par un divorce, sans compter les ruptures d'union libre et de Pacs. Résultat, le paysage familial français n'est plus un continent unique, c'est un archipel. Près d'une famille sur 4 est aujourd'hui monoparentale. Et dans 8 cas sur 10, ce sont les mères qui ont la garde. Près d'un enfant sur 10 vit dans une famille recomposée. La famille traditionnelle n'est plus la norme. Elle est devenue une structure parmi d'autres. La famille n'est plus une institution conçue pour durer à tout prix. Elle est devenue un projet affectif et donc, par nature, aussi fragile que les sentiments qui la composent. Deuxièmement, les enfants, ces fossoyeurs du couple originel. Ah, les enfants. J'en conviens, ce titre est assez provocateur. Avant tout, il faut le dire, j'adore mes enfants. Les voir grandir, développer leur propre personnalité, les voir s'interroger sur le monde est un bonheur. J'adore la tendresse qu'ils nous manifestent, cet amour inconditionnel, ces câlins interminables. Fonder une famille est dans nos gènes, c'est un aboutissement. J'en ai souvent rêvé avant de rencontrer ma femme, à l'aube de la quarantaine, en me disant avec amertume que je n'allais peut-être jamais être père. Je me disais que j'allais être le dernier de ma lignée, peut-être. Peut-on seulement se dire que l'on s'est pleinement accompli dans son existence si l'on n'a pas eu d'enfant ? C'est une question que je pose sans vouloir blesser ceux qui n'en ont pas, mais juste je la pose sincèrement et en tout cas de mon point de vue. C'est étonnant, comme on oublie tous ces fondamentaux, cette bénédiction du ciel lorsque nous nous confrontons à la réalité de faire leur éducation et de vivre avec nos enfants. Quelle claque! Le couple perd son intimité délicieuse. Les questions fusent sans arrêt et de préférence au beau milieu d'une conversation sérieuse entre adultes. On prend l'habitude malheureuse de crier pour se faire obéir. Les problèmes de logistique viennent s'ajouter aux problèmes administratifs, scolaires, professionnels. Les problématiques de santé se multiplient. Les enfants sont des vampires. Ils se nourrissent de votre énergie, de votre attention, de votre patience. Ils vous rongent jusqu'au trognon. Ils massacrent votre intérieur. Le chaos est leur pain quotidien. J'ai l'impression qu'il n'est pas possible d'élever sereinement des enfants aujourd'hui. L'expérience de la parentalité est un tsunami, une tornade où l'on avance la plupart du temps sans repère. Depuis, l'injonction d'être de bons parents est particulièrement forte. En nous confrontant à nos difficultés, ma femme et moi éprouvons à la fois
du désarroi, mais aussi de la culpabilité, à constater que de toute évidence, nous ne sommes pas à la hauteur. Voilà la base. À cela, vous ajoutez la crise existentielle, notre crise de couple, les sorties excessives et chaotiques, l'alcool, l'infidélité. Vous avez là un cocktail totalement explosif à même d'en faire une famille dysfonctionnelle. Nos enfants ont un boulevard pour développer toutes sortes de pathologies toxiques. Voilà de quoi nous recoller au passage une bonne couche de culpabilité. Dans quelle mesure sommes-nous responsables du comportement de nos enfants, des signes qu'ils nous envoient et que nous ne parvenons pas à décrypter? En quoi agissons-nous directement sur leur santé mentale? Et du coup, la question devient, pour eux, pour leur bien-être, ne serait-il pas simplement mieux de se séparer? Ne serait-il pas plus heureux avec des parents qui ne vivent plus ensemble et qui cessent de passer tout leur temps à essayer de reconstruire une relation blessée? N'est-il pas temps d'arrêter les frais pour eux comme pour nous? Nous nous sommes posé la question 20 fois, encore aujourd'hui. Même si les choses semblent se stabiliser, je crois que l'un et l'autre, nous nous posons encore parfois cette question. Façade unie ou modèle de résilience, c'est au cœur de ma décision. Je reste aussi pour les enfants. Mais est-ce que cela les protège réellement? Option A, leur offrir une façade unie. L'intention est louable, leur épargner le traumatisme d'une séparation. Garder la maison, les routines, l'illusion de la normalité. Le piège, les enfants sont des sismographes émotionnels. Ils ressentent le non-dit, le froid, le mépris silencieux, la tristesse, les excès d'alcool de leur mère, ma colère sourde. Quel modèle leur offrons-nous? Celui d'un couple qui vit dans le mensonge, celui d'un homme contrôlant, qui serre les dents, et d'une femme instable, qui semble ne pas avoir de limites. Nous leur apprenons que l'amour adulte est un arrangement malheureux qu'il faut endurer. C'est un héritage toxique. Option B, les exposer à un modèle de résilience. C'est l'alternative la plus difficile et la plus puissante. Protéger nos enfants ne signifie pas leur cacher que la vie est dure. Cela signifie leur montrer comment les adultes gèrent cette dureté. Cela ne veut pas dire tout leur raconter. Cela veut dire que même dans la crise, nous, les deux parents, cessons de nous détruire. En choisissant de rester, j'ai une opportunité unique. Leur montrer qu'une relation n'est pas un produit jetable. Que lorsque quelque chose d'aussi grave se produit, on ne se contente pas de crier ou de fuir, on s'arrête, on réfléchit, on tente de comprendre, on travaille. La meilleure protection que je peux leur offrir n'est pas une façade, c'est un exemple de maturité. Nous ne leur montrons pas un couple parfait, ça n'existe pas. Nous leur montrons un couple qui, face aux épreuves, choisit la voie de la reconstruction. Mais dans quelle mesure nos enfants, qui sont la concrétisation de notre union, ne jouent-ils pas également, inconsciemment, un rôle actif dans notre reconstruction? Il y a quelque temps est survenu un événement dont la synchronicité m'a sauté aux yeux. La veille, les enfants étaient partis en vacances avec leurs grands-parents. Nous en avions profité pour sortir ensemble avec des amis. La soirée ne s'était pas trop mal passée, mais ma femme et moi avions bu. Et cela a déclenché chez elle une violente crise au petit matin, de retour chez nous. Devant quelques-uns de nos amis de fiesta, elle s'est mise à envoyer des textos à l'un ou plusieurs de ses amants et ex-amants, ainsi qu'à P, de qui elle était officiellement séparée depuis quasi 2 ans. Du coup, je n'ai pas contrôlé ma colère, criant, gesticulant comme un animal blessé et cassant au passage le téléphone de l'un de nos amis. J'avais l'impression que nous étions en train de
franchir une nouvelle ligne rouge et que j'étais sur le point d'abandonner mon projet de rester. C'est alors que nous avons reçu un coup de fil nous indiquant que notre aîné était hospitalisé en réanimation suite à un problème respiratoire aigu. Cette urgence nous a fait tous les deux réintégrer violemment la réalité et nous a confrontés instantanément à nos responsabilités de parents. Et alors que la cohabitation à deux s'annonçait particulièrement houleuse, voire déterminante, nous avons été contraints de revoir nos priorités. Nous avons passé la semaine au chevet de notre enfant, qui, heureusement, s'est sorti de cette hospitalisation sans dommages irréversibles. Cette semaine particulière nous a obligés à reconsidérer nos priorités, à réévaluer notre relation et nous a rapprochés dans le partage de cette peur primaire, de cet effroi incommensurable d'avoir été à deux doigts de perdre notre enfant. Nous avons réalisé que nous étions une famille, unie par des liens très forts et que notre couple, notre crise de couple, pouvait n'être que secondaire par rapport à cela. Les enfants posent donc des soucis, il est vrai. Ils ne sont pas, cependant, qu'un problème de plus, mais aussi potentiellement une solution pour aider le couple à guérir, avec parfois, peut-être, un petit coup de pouce du destin.